if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, juste avant le week-end, voilà, j'espère que votre semaine de travail s'est bien passée, que vous êtes bien prêts à attaquer le week-end de la bonne des manières, que vous n'êtes pas trop fatigués en cette période de mi-avril qui peut être fatigante parce qu'on se dit qu'on est bientôt à l'été et il faut encore un peu trimer. Donc je vous souhaite bon courage à tous. Et aujourd'hui, nous, on est là pour parler football et pour parler vrai football parce qu'il y a une équipe qui marche plutôt très bien en cette fin de championnat. Et je suis là pour en parler un peu plus en détail, histoire qu'on fasse un focus sur eux, sur cette fin de saison. C'est le Paris FC, sans plus de suspense, vous l'avez vu au titre. Voilà, le Paris FC qui est sur une série de 7 matchs sans défaite depuis le mois de février. Et donc, j'avais besoin d'en parler pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui a provoqué ce changement d'attitude entre une équipe qui était mid, voire à jouer le maintien sur la première partie de saison allongée, hein, parce que jusqu'à mi-février, comme je le disais, ça allait vraiment pas bien. Ça a été ponctué par cette défaite 5-0 face à Lens, qui a vraiment mis un coup de massue et un point d'exclamation sur la saison qui était blanche du Paris FC. Mais bon, depuis, ça s'est bien relancé. Et donc, j'avais envie de revenir avec vous sur cette belle épopée de fin de saison qui sont en train de nous faire les Parisiens. Même si ça semble un peu tard, il n'y a plus rien à jouer pour eux. Mais on peut se projeter comme ça sur la saison prochaine et voir s'il y a des éléments qui vont pouvoir être... des éléments qui vont pouvoir être repris pour performer au plus haut niveau la saison prochaine, parce que là ça y est, avec cette belle série, ils ont réussi à accrocher leur maintien assez largement. Ils sont à 35 points, Nantes, même Auxerre qui est barragiste, sont à 24 points, donc je pense pas qu'ils vont perdre 11 points en 4 journées, ça semble peu probable. Donc le maintien est assuré. Et maintenant, ils vont pouvoir se projeter sur la saison prochaine et les ambitions d'Europe qui avaient été annoncées par la direction générale en tout début de saison. Je pense que cette saison-là, il y avait plus une saison d'adaptation au haut niveau. On l'a senti sur certains matchs, il y avait quelques difficultés pour certains joueurs. Je pense que l'année prochaine, voilà, ils vont vraiment ambitionner le haut du classement. Et donc, on va voir si les éléments qu'on retrouve sur cette fin de saison qui fonctionnent bien vont pouvoir se transposer sur la prochaine saison et avec une bonne performance, pourquoi pas à la clé. Je vous propose qu'on commence directement en rentrant dans le vif du sujet. Le Paris FC, du coup, comme je l'ai dit, qui reste sur 7 matchs sans défaite depuis mi-février, et ça coïncide bizarrement avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Voilà pour eux. Changement d'entraîneur, adieu Stéphane Gilly, bonjour Antoine Kombouaré, parce que vous savez, quand vous êtes une équipe de Ligue 1 qui a besoin de se maintenir, il y a des noms qui reviennent très rapidement. Antoine Kombouaré en fait partie. On a du Roland Courbis, paix à son âme, quand il était entraîneur. On a aussi du Pascal Duprat, ce genre de joueur, d'entraîneur, pardon. Vailozic aussi, qui a été appelé du côté de Nantes. Voilà, c'est du classique. Et donc le Paris FC qui a fait le choix de Antoine Kombouaré pour assurer son maintien, et l'effet Kombouaré a plutôt bien payé, parce que ils perdent plus depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Et ça coïncide aussi avec un changement de philosophie de jeu assez radical que je vous propose qu'on analyse un petit peu plus en détail, parce que entre la philosophie de jeu de Stéphane Gilly et celle de Antoine Kombouaré, je peux vous dire qu'il y a deux mondes, il y a deux visions du football qui s'opposent, et l'une est en train de payer par rapport à l'autre, même si c'est pas forcément la plus belle à regarder jouer, quoique je pense que les supporters parisiens, ils doivent être quand même contents de ce changement. Il y a toutes les raisons de se satisfaire. Pour comparer un petit peu les deux, c'est vrai que Stéphane Gilly, c'était un entraîneur qui était adepte du ballon, de la possession, j'entends par là. C'est vrai qu'ils aimaient bien maîtriser leurs adversaires en gelant le ballon, en alignant des longues phases de possession, ce qui a donné sur la saison un taux de possession assez élevé pour une équipe qui vient de monter en Ligue 1, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est pas n'importe quelle équipe qui vient de monter en Ligue 1. J'en avais parlé en début de saison et sur les analyses que j'avais pu faire des matchs du Paris FC. C'est vrai qu'ils avaient mis beaucoup de budget et beaucoup d'ambition dès leur première saison dans l'élite. C'était le président Arnaud, je crois, qui avait parlé de l'Europe dès le début de la saison. Bon,
on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Mais c'est pour vous dire, vous entendrez jamais les dirigeants de Metz ou de Auxerre parler d'Europe en début de saison sans leur manquer de respect. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, tout simplement. Donc c'est vrai que le Paris FC s'était donné les moyens de ses ambitions avec beaucoup de recrues. On avait parlé de William Goebbels notamment, qui avait été une grosse déception. Ce genre de joueurs, Pierre Lesmelou, Marshall Mounetsi, ce genre de profils qui sont assez élites depuis pas mal d'années en Ligue 1. Donc c'est vrai qu'il y avait l'ambition Europe qui s'est vite évaporée avec une série de défaites assez rapide. Et c'est aussi parce que le plan de jeu de Stéphane Gilly, il a jamais pris en Ligue 1. C'était une équipe qui, ok, dominait la possession, mais souvent leurs adversaires, ils voulaient bien leur laisser parce qu'ils savaient que derrière, il allait rien se passer. Si vous prenez un match qui était assez caractéristique sur les dernières semaines de Stéphane Gilly, c'est celui face à Angers le fin janvier. C'était le 25 janvier. Il y a eu 68% de possession pour le Paris FC dans ce match, donc c'est quand même un ratio énorme. Seulement 8 tirs pour 2 tirs cadrés. Au final, le match, ça fait 0-0, et tu te retrouves à prendre le même point que Angers qui a rien proposé, mais qui a su bien défendre, et toi, t'es inoffensif, en fait. C'est vrai que Paris, ça a été une équipe où toute l'année, on s'est demandé s'ils étaient capables de marquer. On a été souvent impressionné par les qualités de technique et de vista de joueurs comme Ilan Kebal, de Pierre Lesmelou, de Maxi Lopez, mais on a aussi souligné le fait que souvent ces joueurs-là avaient tendance à jouer un petit peu à 3, voire à 2 quand il y a eu les blessures de Lesmelou par exemple. Et donc, ça a donné lieu à des moments où, ok, ils avaient la possession, ok, ça jouait bien, mais derrière, quand il fallait finir les actions, il n'y avait plus personne. Et quand je vous parle de Jean-Philippe Crasso et de William Goebbels dans mes déceptions de l'année 2025-2026, c'est aussi parce qu'ils ont été incapables de finir ces actions-là. Alors, je ne blâme pas que eux pour les résultats de toute la saison qui ont été décevants pour le Paris FC, mais c'est assez symptomatique des problèmes qu'ils avaient, notamment offensivement. Et donc c'est pour ça aussi qu'avait été recruté Ciro Immobile cet hiver. Les débuts avaient été un petit peu compliqués pour lui, même si on avait bien vu que c'était un attaquant qui avait encore tout son bagage technique et toute son intelligence de jeu avec Stéphane Gilly. Là, c'est vrai qu'avec Antoine Comboiré, il a totalement pris l'ampleur de... Enfin, on a vu tout simplement l'ampleur de ses qualités en Ligue 1. Et ça coïncide aussi avec sa réussite et sa confiance. C'est vrai qu'avec Stéphane Gilly, les attaquants n'étaient pas du tout en confiance, et donc même quand il y avait des occasions, ça résultait dans très peu de buts. Et au-delà de l'attaque, il y avait aussi un problème défensif. Voilà, il y a tous les aspects qui allaient difficilement. C'est vrai que le milieu de terrain avait tendance à être la meilleure partie de l'équipe. Hein. Quand je vous cite des joueurs comme Pierre Lesmelou, Marshall Mounetsi, Maxi Lopez, Ilan Kebal, c'est des joueurs qui maîtrisent un milieu de terrain en Ligue 1. On va pas se mentir. Même si le Paris FC jouait le maintien, tu avais très peu de milieux de terrain en Ligue 1 qui se pointaient au stade Jean-Bouin, qui est le stade du Paris FC, si je dis pas de bêtises, en se disant on va gagner la bataille du milieu de terrain. Le plan de jeu à chaque fois contre Paris FC, c'était laisser leur la possession, et quand on va attaquer, de toute façon, la défense, elle va commettre des erreurs, et ça va bien se passer pour nous. Et globalement, c'est ce qui s'est passé toute l'année. Si vous regardez les ratings du Paris FC, ils sont top 3 pire défense du championnat, et c'est aussi parce que Stéphane Gilly, il a jamais réussi à trouver la bonne combinaison entre les joueurs à aligner et même sur le dispositif. C'est vrai qu'on a eu pas mal de défense à 5, notamment sur sa fin de mandat, ce qu'on peut comprendre quand tu t'es dernière, enfin pas dernière, mais dans le top 3 des pires défenses du championnat, t'as envie d'un peu verrouiller et mettre plus de défenseurs sur le terrain, sauf que parfois c'est pas le bon plan, pardon, parce que juste tes joueurs sont pas habitués et habilités à jouer à ces postes-là. Et Stéphane Gilly, ça, il a un petit peu forcé sur le projet, ce qui a jamais pris. Et ce qui est un changement majeur avec Antoine Comboiré, c'est cette solidité défensive. Si vous prenez les 7 matchs du coup depuis qu'il est en poste, depuis la défaite face à Lens 5-0, on a un partout face à Toulouse, donc un but encaissé, clean sheet face à Nice, un but encaissé face à Lyon, clean sheet face à Strasbourg. Il y a ce 3-2 face au Havre dans un match un petit peu fou, mais ça s'excuse aussi parce qu'il y a eu un carton rouge pris par le Paris FC, donc circonstances particulières. Derrière, un but pris face à Lorient
et un but pris face à Monaco. C'est quand même une défense qui s'est retrouvée. Quand tu es top 3 pire défense et que tu prends moins d'un but par match sur les 7 derniers matchs, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Et on va pas se mentir, on peut critiquer, je vais y arriver, Antoine Kombouaré sur plein d'aspects de son coaching. Moi, le premier, je suis pas grand fan de Antoine Kombouaré, vous l'aurez compris. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il arrive à mettre en place une ADN défensive dans une équipe qui n'en avait pas du tout auparavant. Il est revenu, ça c'est le changement majeur qu'il a apporté, il est revenu à une défense à 4, avec un dispositif beaucoup plus simplifié, un 4-3-3 classique, ce qui a permis d'apporter une nouvelle stabilité. C'est vrai que le 3-4-3, les 3-5-2 de Stéphane Gilly, ils étaient pas clairs, et surtout t'as pas forcément les joueurs de couloir pour jouer avec ces dispositifs. On a vu qu'il y a eu du Coléo Show qui avait été mis piston, on a vu des joueurs qui étaient plutôt ailiers occuper ces postes-là, donc il a essayé d'un peu bricoler Stéphane Gilly, et Antoine Kombouaré, il est vraiment arrivé avec cette politique de voilà, on resimplifie. Comme d'habitude, quand t'es pas en confiance, ça on me l'a toujours dit, que ce soit mes entraîneurs ou les gens qui m'ont regardé jouer au foot, quand t'es pas en confiance, tu fais des choses simples, contrôle-passe. Et ça, Antoine Kombouaré, il le sait parfaitement. Et c'est ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs du Paris FC. Tous les joueurs, ils sont revenus à des choses simples, c'est-à-dire bien défendre ensemble, en bloc, ce qui était plus du tout le cas sur les dernières semaines de Stéphane Gilly. On avait l'impression qu'il y avait des individualités qui étaient supérieures et des joueurs de plus bas calibre qui n'arrivaient pas du coup à faire collectif. Là, on est vraiment retrouvé sur une équipe du Paris FC avec Antoine Kombouaré. Ça, il a réussi à l'apporter et c'est vraiment marquant sur leur impact défensif, notamment avec les buts qu'ils prennent, que je vous ai dit, ils prennent beaucoup moins de buts. Et c'est aussi parce qu'ils ont envie de défendre les uns pour les autres, et chaque homme est à sa position préférentielle. Ça, c'est très important. Tu peux demander à un ailier de jouer piston, tu peux lui demander gentiment, mais derrière, et s'il n'a pas les qualités pour, il a beau faire tous les efforts qu'il veut, le mec il va se faire chicoter par l'ailier adverse, et tu vas te faire déborder sur tes côtés. Donc ça a été vraiment l'apport majeur de Antoine Kombouaré depuis son arrivée au Paris FC, et ça a vraiment changé. Le second apport, comme je l'ai dit, c'est le retour à un 4-3-3 classique, mais du coup, ça induit la mise sur le banc de certains cadres, et je pense à Ilan Kebal, qui pour moi, c'est pas une tech risquée, je pense que c'est assez clair, était le meilleur joueur du Paris FC depuis le début du championnat. C'était un peu le seul à surnager avec Maxi Lopez peut-être dans cette équipe qui a été de nombreuses fois en difficulté. Et ben là, Antoine Kombouaré, il a fait le choix de le mettre sur le banc, et ça s'explique par plusieurs éléments. Comme je vous l'ai dit, il veut revenir à un 4-3-3 plus classique avec des joueurs un peu plus défensifs dans son milieu de terrain. C'est vrai que quand on pense au milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Maxi Lopez et Ilan Kebal, il manque peut-être un petit peu de dimension physique. Antoine Kombouaré, clairement, lui, c'est un peu la philosophie des champs au milieu. On veut des travailleurs, on veut des mecs capables de récupérer le ballon. Alors oui, c'est pas forcément les joueurs les plus techniques et les plus beaux à voir jouer sur un terrain de foot, mais c'est des cols bleus. C'est des mecs qui vont te faire les courses défensives à la 90e quand il a besoin de récupérer le ballon et faire la faute intelligente. Je pense à Marshall Mounetzi, qui est un peu dans ce profil-là, qui a l'air d'être bien aimé par Antoine Kombouaré. Il le titularise de manière très régulière. Il y avait aussi des titularisations de Rudy Matondo, qui est un peu dans ce profil-là. Donc c'est pour ça que le milieu de terrain, il a été renforcé, et du coup que Ilan Kebal, il a moins sa place, parce que quand tu mets déjà Maxi Lopez et Pierre Lesmelou, t'as envie d'une dimension physique derrière eux. Alors oui, c'est vrai qu'il aurait pu le mettre en ailier. Ilan Kebal, il a joué pas mal de matchs en ailier, même si sa position préférentielle, ça reste numéro 10, et moi je le préfère en numéro 10, mais bon, il est capable en ailier, un petit peu à la manière d'un libéro, enfin pas d'un libéro, d'un électron libre, pardon. Tu lui dis qu'il est ailier, et tu laisses le couloir à ton latéral, et tu lui donnes toute la liberté et les clés offensives de ton jeu. Le problème, c'est que Antoine Kombouaré, il a pas du tout vu ça comme ça, parce qu'il a voulu relancer des ailiers qui étaient déjà présents, et qui, eux, pour le coup, sont des habitués du poste. Je vous l'ai dit, Antoine Kombouaré, il a voulu redonner la confiance à tout le collectif, et ça passait par remettre les joueurs à leur poste de prédilection. Et du coup, quand on se retrouve à vouloir faire ça, qui est-ce qu'on met en ailier quand on est au Paris FC ?
Moses Simon, qu'en plus Antoine Comboiré avait déjà fréquenté au football club de Nantes, si je dis pas de bêtises, ils avaient été ensemble une saison. Et Jonathan Iconé de l'autre côté, c'est, je pense, les deux ailiers les plus expérimentés et les plus habilités à jouer à ces postes-là. Il y a aussi d'autres options, hein, du Alima Migori, du Lucas Coleocho, qui sont capables de pourvoir ces postes. Mais Antoine Comboiré, il a fait confiance à ces deux joueurs-là et ils lui ont clairement donné raison, hein. Là, sur les derniers matchs, c'est des joueurs qui sont totalement de retour à leur meilleur niveau. Si vous prenez le match contre Monaco, Iconé, il met doublé. Moses Simon, il est percutant, il est débordant, il retrouve toutes ses jambes. C'est vrai qu'avec Stéphane Gilly, quand tu as un jeu de possession, tu te retrouves à mettre... quand Moses Simon, il avait le ballon sur lui, en fait, il était jamais lancé, il était toujours arrêté, parce que quand tu as la possession dans le camp adverse, c'est compliqué de trouver des joueurs dans la profondeur, c'est logique. La défense, elle t'attend plus bas, parce que toi, tu as le ballon, et il faut des joueurs à l'aise dans les petits espaces, comme Ilan Kebal. C'est pour ça qu'il s'est bien exprimé dans ce collectif-là, et je pense que c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Stéphane Gilly, c'est que le plan de jeu lui convenait parfaitement. Sauf que des ailiers comme Moses Simon, qui eux sont beaucoup plus à l'aise dans la prise de profondeur et quand il y a des espaces, ils se sont beaucoup moins épanouis, et c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu, Moses Simon. Moi, j'avais été aussi un peu déçu de sa saison pour ces raisons-là. C'est vrai qu'il avait décliné en termes de... que ce soit en termes de statistiques, même s'il a jamais beaucoup staté, c'est pas ça qu'on lui demande, mais surtout en termes d'impact visuel, on le voyait beaucoup moins débordé, beaucoup moins être percutant et moins attirer la crainte du côté de son défenseur. Si vous prenez le match contre Monaco, les mecs qui, à la fin du match, ils font des cauchemars de Moses Simon et Jonathan Iconé, parce que juste tu mets une défense à 3 avec Thilo Kehrer, Denis Zakaria et Woodfess, et du coup tu laisses tes espaces entre le piston qui est monté et ton défenseur central. Mais Moses Simon, c'est tout droit, c'est des boulevards pour lui, et c'est pour ça que ça a donné 4-1. C'est parce qu'ils ont appliqué un plan de jeu très simple qui a été bien défendre face à cette équipe de Monaco qui, je le rappelle, était la plus en confiance avant la trêve internationale, hein. Ils ont quand même fait Monaco à leur prime, qui est une équipe qui peut ambitionner le podium quand ils jouent à ce niveau-là, avec des joueurs comme Folarin Balogun, comme Lamine Camara, qui sont des super joueurs. Ils leur ont collé une fessée en jouant un football très simple, un football à la Antoine Comboiré total, c'est-à-dire on s'applique défensivement, on reste concentré, on fait bloc, et derrière, en contre, on explose. Tu utilises la vitesse de Moses Simon et de Jonathan Iconé, et quand il y a un ballon dans la surface, tir immobilier, il se fait pas prier, et c'est comme ça que tu gagnes 4-1. But aussi de Lucas Coleocho, ça j'ai envie de le souligner parce que j'en parle beaucoup, mais j'aime beaucoup ce joueur, et je pense qu'il aura une vraie place l'année prochaine. Mais c'est très intéressant ce qu'a proposé le Paris FC, parce que c'est en jouant un football simple qu'ils ont réussi à faire les plus belles choses depuis le début de leur saison, et c'est ça qu'a apporté Antoine Comboiré, une stabilité nouvelle et une simplicité renouvelée. Donc forcément il y a des joueurs qui ont pâti de cette nouvelle dynamique. Ilan Kebal, je l'ai dit. Les deux attaquants aussi, William Goebbels et Jean-Philippe Crasso, ça va être compliqué aussi pour eux avec l'arrivée de Ciro Immobilier qui est bien en forme. À voir ce que ça va proposer pour la saison prochaine. On sait que le Paris FC, ça peut bouger très vite. Et aussi, j'ai envie de préciser le fait que Antoine Comboiré, faut pas s'emballer. Voilà. Je l'ai dit, je suis pas le plus grand fan de l'entraîneur, parce que l'homme a l'air très très sympa. Je le connais pas, mais en termes d'entraîneur, ça me fait penser un petit peu à ces entraîneurs qui tout va bien au bout de 5-10 matchs, et ensuite quand tu commences à prendre le pli, ça commence à se détériorer jusqu'à ce que les mecs enchaînent 5 défaites de suite et que tu sois obligé de le virer. C'est un peu ce type d'entraîneur-là, Antoine Comboiré, c'est ce qu'il a un peu suivi toute sa carrière. Ça va bien pour les 5-10 premiers matchs pour maintenir l'équipe, et derrière, quand il faut proposer des vrais résultats, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à voir s'il va être conservé à la fin de la saison. Je pense que s'il continue avec ce genre de résultats, il sera conservé, hein, il n'y a pas de raison. De toute façon, le mec, il est invaincu depuis qu'il est arrivé. S'il continue comme ça, que tu vas pas le virer. Mais j'ai l'impression que Paris FC, ça va pas être un club très très stable en termes de continuité. C'est ça le mot que je cherchais. Continuité dans l'effectif, continuité dans l'entraîneur. Je pense qu'au moindre faux pas la saison prochaine d'Antoine Comboiré, il sera demandé de prendre la porte, même si ses résultats ils seront border Europe.
Et pourquoi je parlais de ça? Parce qu'aussi Jean-Philippe Crasso et William Goebbels, je pense que si Ciro Immobilier il est conservé la saison prochaine, et il n'y a pas de raison qu'il le soit pas, bon bah ils vont devoir prendre la porte, et j'ai l'impression que Paris FC va aussi faire un gros recrutement pour s'affirmer en tant que vrai prétendant à l'Europe l'année prochaine, en étant beaucoup plus sérieux que cette saison, même s'il y avait déjà des bons joueurs et des bonnes prémices. Et tu le vois là, avec les 7 victoires, mais 7 matchs sans concéder de défaite, ça montre bien que l'effectif a du talent et qu'ils ont les capacités pour faire des belles choses. Mais je pense qu'ils vont vouloir le renforcer encore, notamment défensivement, sans manquer de respect à Mustapha Mbo, Diego Coppola, Samir Chergui ou Otavio. C'est vrai que c'est pas des défenseurs centraux qui rassurent. Je pense qu'ils vont vouloir ramener un nouveau défenseur central pour apporter une nouvelle stabilité. Les latéraux, bon, ça a été pas mal avec Adama Kamara, avec du Amari Traoré, du Noah Sangui. À voir le recrutement, mais j'ai l'impression qu'il sera bien fourni. Et à voir aussi le futur de Ilan Kebal avec le Paris FC, parce que c'est clair que là, s'il continue à pas jouer comme ça, bon bah ça va être compliqué pour lui, et notamment je pense que ça va venir de lui en premier lieu. Hein. Si il connaît ses qualités, il sait ce qu'il peut apporter à une équipe, et ça met un coup à sa carrière là d'enchaîner les matchs sur le banc. C'est vrai que le système est pas fait pour lui. Est-ce qu'il se dit j'attends quand l'effet Antoine Comboiré se calme et que du coup il y a un nouvel entraîneur la saison prochaine et je ferai mes preuves avec lui et il me mettra en pierre angulaire de son attaque, ce qui est clairement possible en Ligue 1. Hein. Moi, tu me mets Ilan Kebal en numéro 10 et tu lui donnes les clés de ton attaque, je suis totalement ok. Hein. Si tu mets des bons joueurs autour de lui avec un vrai plan de jeu, je suis clairement convaincu que ça peut marcher. Maintenant, si Antoine Comboiré il est conservé la saison prochaine et qu'il fait toute la saison, est-ce que Ilan Kebal il va accepter ce rôle de remplaçant de luxe? Je pense pas. Donc, à voir la politique du Paris FC. Je pense qu'ils sont attachés à lui aussi. Donc, est-ce qu'ils vont discuter avec Antoine Comboiré pour lui donner plus de minutes? On suivra ça de très très près. Pour l'instant, tout va bien, tout roule. Si je vous donne un petit peu le calendrier pour cette fin de saison, même si, comme je l'ai dit, c'est un peu anecdotique, hein, le Paris FC, ils sont 12e, ils sont vraiment dans ces places ventre mou, parce que au-dessus d'eux, t'as la première équipe qui joue vraiment l'Europe, c'est Monaco. On peut descendre jusqu'à Strasbourg, mais déjà ça fait un vrai gap. Strasbourg, ils sont à 43 points, ce qui fait 8 points de plus que eux. En 4 matchs, c'est compliqué à rattraper. Et Monaco, ils sont à 49 points. Donc clairement, l'Europe, ça va pas être pour cette saison. Je pense pas me tromper en disant ça. Je pense que je prends pas trop de risques. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ils sont maintenus. Donc c'est vraiment ces matchs où on va se régaler. On va essayer de prendre un maximum de plaisir. Mais c'est pas forcément le but à la base. Les 4 matchs du coup qu'ils auront à faire pour clôturer la saison, ce sera la réception de Lille ce week-end, la réception de Brest, le déplacement à Rennes et la réception du PSG. Bon, c'est 4 matchs pour aller se donner une dernière confiance et prouver pour certains joueurs qu'ils ont la place dans l'effectif pour la saison prochaine. Et ouais, ça va être intéressant de suivre ça, même si, comme je l'ai dit, les matchs-là, ce sera des matchs qui n'auront plus aucun enjeu majeur et qui seront un peu plus anecdotiques que ceux en début de saison. Voilà pour cette vidéo sur le Paris FC. Très content pour ce club qui a connu une saison quand même un peu galère, on va pas se mentir. Les supporters, ils ont dû être un peu déçus après cette très belle saison en Ligue 2. Je pense qu'ils auraient attendu un peu mieux. Après, tu leur aurais dit qu'ils finissent 11e à la fin de la saison, ils auraient peut-être signé, mais c'est clair qu'ils sont passés par toutes les émotions et je pense qu'ils voudront relancer de la meilleure des manières la saison prochaine avec de nouvelles ambitions et de nouveaux joueurs, je pense. Voilà. Pour moi, c'est tout de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette nouvelle dynamique du Paris FC, si vous avez remarqué des choses que j'ai pas citées dans cette vidéo. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai en description normalement si j'oublie pas. Je vous souhaite de bien vous porter, de passer un bon week-end devant la Ligue 1. On sera là pour débriefer tout ça la semaine prochaine. Et voilà, sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Et tout simplement, bon week-end et allez, salut!